Mes chers amis, bonsoir. Nous n'avons pas de micro. Bon, aujourd'hui c'est un peu particulier pour ceux qui connaissent l'association. D'habitude c'est à la salle Novelty, mais elle est occupée. Donc nous sommes dans la salle du conseil municipal. Voilà, donc et c'est un bon, ça va. On avait préparé pour faire des projections, mais finalement c'est pas la peine. C'est très bien. La parole suffira. Bon, je voudrais vous dire merci d'être venus nombreux et de ne pas vous être trompés, même si on a mis une affiche. Oui, non, mais je suis passé rajouté. Bon. Voilà, donc aujourd'hui c'est une conférence qui est organisée en partenariat, on va dire, avec le souvenir napoléonien, qui est animé depuis longtemps. Depuis 12 ans. Voilà, par Pierre Vigo, donc, qui est déjà venu à Banyuls pour nous parler de la bataille du Goulou. C'est le super spécialiste de la bataille du Goulou, plus que du col de Banyuls. Oh, non, ne dis pas de mal du col de Banyuls. Je sais, non, ne dis pas que c'est l'épiphénomène, c'est trop fort rien. Je dis que les gens de Banyuls ont eu la chance de connaître un type qui s'appelait Jean Lannes. Voilà. Et qui va devenir maréchal d'Empire. Voilà, bon. Formidable. Oui, mais on ne va pas te lancer sur la bataille du col de Banyuls, parce que d'abord tu vas considérer que c'était l'événement mineur. Non, c'est pas. Alors qu'ici, tu vas provoquer la révolution, on va avoir des gilets. J'allais te dire, c'est en relation un peu avec ce qui se passe un peu partout. Bon, très bien. Donc, avec Pierre Vigo m'a proposé, m'a dit voilà, le souvenir napoléonien vous propose de prendre en charge toute l'organisation de la conférence, mis à part la salle, évidemment, et donc de demander à Jean Etévenou, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet comme tant d'autres, voilà, de venir présenter donc une conférence qui est susceptible d'intéresser tout le monde, puisqu'il s'agit du séparatisme catalan à un moment bien donné, entre 1806, c'est bien ça, et 1814, un séparatisme catalan, bon, qui de temps en temps fait parler de lui, bien évidemment. Donc, déjà, c'est le premier empire. Alors, je vais te laisser le soin, bien sûr, et le plaisir de présenter Jean Etévenou, et que je voudrais quand même chaleureusement remercier. Il ne faut pas oublier qu'il vient de Lyon ce matin, par la route. Je vous demande de lui réserver une ovation. Déjà, faire Lyon-Banyuls aujourd'hui, il nous a donné quelques surfroides quand même avant. Depuis lundi, on se téléphone. J'ai dit, il faut qu'il vienne avec le train. Non, c'est pas la peine, il préfère venir en vélo. Bon, bah, très bien. Tout s'est bien passé. Bravo. En tout cas, il vaut mieux faire l'ovation avant qu'après. Oui. C'est plus sûr. C'est bien ce que je voulais dire, mais je n'osais pas le dire. Vous avez aussi l'ovation après. Écoutez, moi je suis ravi de revenir à Banyuls, avec Jean Garrido, que je connais, on est des copains, historiens, etc. Je vous remercie d'être venu. Je remercie les gens de souvenirs napoléoniens qui sont là, qui sont venus certaines de très loin, là, parce que vous venez de Limoux, voilà, avec tous ces problèmes de gilets jaunes à l'heure actuelle. Et surtout, moi, je remercie Jean Etévenou de venir nous parler d'un sujet qui, à mon avis, est très intéressant et très pointu. C'est le problème des particularismes catalans face aux officiers généraux de l'armée du Premier Empire. Je connais Jean depuis que je suis rentré au souvenir napoléonien. Nous avons siégé ensemble au conseil d'administration. Il est docteur en histoire. Tu as enseigné en fac. Tu es écrivain. Tu es journaliste. C'est quelqu'un qui écrit dans le Figaro, dans beaucoup de revues, beaucoup de journaux. Mais c'est quelqu'un aussi qui a eu des attaches dans le département, puisque tu as été chef de cabinet de Paul Alduy. Voilà. Jean-Paul. Que tu connais un peu. Tu connais un peu la région. Je pense que tu devais connaître Jean-Paul, tous jeunes aussi. Voilà. Bon. Donc je suis ravi de le voir ici. Alors nous n'avons pas discuté de la conférence, du sujet, parce que quand on discute tous les deux, des fois il me dit tu m'as fait changer le truc. Je me souviens de discuter à Carcassonne, on discutera après. Mais j'ai amené certains documents d'archives de ma famille, qui peut-être à la fin de la conférence seront susceptibles de remettre en place certaines idées reçues
et qui sont, à mon avis, fausses. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Jean Etévenot, qui est un brillant historien qui fait partie du Souvenir napoléonien. Je rappelle que le Souvenir napoléonien est une association apolitique qui compte à peu près 3500 membres entre la France, l'Europe et le monde. Nous publions 5 revues par an, il y a 4 revues et un numéro spécial. Nous avons aussi des voyages, nous avons des conférences à Paris, nous avons une manifestation la semaine prochaine à Paris, puisque nous ravivons la flamme le 2 décembre tous les ans à l'Arc de Triomphe. Ce n'est pas, comment je dirais... Et là, je crois que nous ne serons pas chargés par les CRS. Voilà. Comment je dirais, ne croyez pas que parce qu'on est au souvenir napoléonien, on perd notre objectivité d'historien. Loin de là, hein, voilà. J'espère que la conférence que Jean va faire ce soir va vous intéresser et elle est surtout, je dirais aussi, à mon avis, très liée à l'actualité brûlante qui se passe de l'autre côté de cette montagne. Voilà. Alors, à toi, Jean. Merci à l'un et à l'autre pour cette très aimable présentation qui évidemment va me contraindre à être le moins mauvais possible. Mais ça, vous me le direz à la fin de cet exposé. C'est intéressant effectivement de se pencher sur une période qui est finalement très restreinte. 1808-1814, ça fait 6 ans. 6 ans durant lesquels les Français ont été présents dans la Catalogne espagnole. Et pour autant qu'on arrive à le déterminer, il est intéressant de voir comment ils se sont comportés vis-à-vis de l'identité catalane. Même s'il faut être très prudent. Vous savez, bon, ça c'est la qualité, puis en même temps un peu le défaut des historiens, parce qu'ils ont toujours tendance à dire c'est comme ça, mais en même temps c'est aussi autrement, etc. Donc l'historien n'est pas quelqu'un qui brosse un tableau définitif, hein, où il y a forcément un relief, non. L'histoire, c'est la vie, donc il y a des zones d'ombre, il y a des zones de gris, plus ou moins foncées, plus ou moins claires, etc. Et c'est le cas pour cette période. D'autant plus qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que, comme bien souvent d'ailleurs, il y a la théorie puis il y a la pratique. Il y a les textes, mais il y a aussi les attitudes, le vécu. On demande toujours à l'historien de se fonder sur des preuves, c'est-à-dire des documents. Ces documents, c'est ce que j'appelle l'écrit. Pour la période antique, ça relève plutôt de l'épigraphie, avec ce qu'on a pu conserver sur un certain nombre de monuments, mais ensuite, ça devient effectivement des choses écrites. Alors ces choses écrites, elles sont en fait de 2 ordres. Vous avez les textes officiels et puis vous avez ce que les gens écrivent eux-mêmes. Alors ce qu'ils écrivent, évidemment c'est subjectif, dira-t-on. Alors il y en a qui non, ils racontent pas ce qui s'est passé, mais ce qu'ils ont ressenti. Oui, mais le ressenti fait partie du vécu. Et d'autre part, les textes officiels nous disent un certain nombre de choses. Ils nous disent l'intention, ils nous donnent le cadre légal, mais pas forcément la réalité qui en est résultée. C'est la raison pour laquelle, donc, hein, je demande toujours beaucoup de prudence quand on aborde une époque, afin de faire la part des choses et d'être toujours prêt à remettre en cause ce qui a été cru, adopté pendant un certain temps. En plus, pour le cas précis de la période 1806-1814, pardon, 1808-1814,
il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a quand même une occupation française qui est là. C'est-à-dire que tout ce qui se fait vis-à-vis des Catalans s'exerce dans le cadre d'une présence militaire qui est celle de forces d'occupation, plus ou moins ressentie comme telle, plus ou moins acceptée, mais c'est quand même un cadre qu'il ne faut pas négliger. C'est pas simplement, je dirais, une politique volontairement acceptée, non, c'est une politique qui est imposée, et qui est imposée dans un cadre militaire qui est tout de même celui de la guerre. Hein, cette guerre que les Espagnols appellent la guerre d'indépendance. Donc, je dis cela en préambule pour que nous restions très, très prudents quant aux explications que l'on peut donner sur ce qui s'est passé afin de ne pas trop les majorer ou même au contraire de ne pas trop les minorer. Et puis, il faut tenir compte aussi de l'histoire plus large, de l'histoire d'avant. Parce que les relations entre la France et la Catalogne espagnole, ou la Catalogne du Sud, comme vous voudrez, elles ne datent pas de 1808. Elles existaient auparavant. Elles ont même commencé très très tôt, on peut dire, à l'époque carolingienne, sinon même avant, c'est-à-dire lorsque, sur les débris de l'Empire romain, se sont établis des royaumes, puis ensuite des marches. Les marches, c'est-à-dire des lieux qui étaient des points de jonction plus ou moins stables entre plusieurs empires, et au sud de ces marches, tout au moins à l'époque carolingienne, c'était déjà des puissances musulmanes qui étaient installées. Alors qu'il y ait une identité, un sentiment catalan est absolument incontestable, mais il est difficile de le cerner avec précision. Néanmoins, j'ai trouvé une date qu'à ma connaissance on ne donne pas souvent et qui me semble quand même extrêmement importante, et vous voyez que là je remonte bien avant Napoléon, c'est la date de 988. C'est la date de 988 parce que la date de 988, c'est celle où le comte de Barcelone, Borrell II, refuse de prêter serment au souverain capétien, arguant du fait qu'en France on vient de changer de dynastie. Il dit ouais, ce qui était bon avec les Carolingiens, maintenant c'est fini. Et donc c'est une manifestation d'indépendance, d'autonomie, en tout cas d'identité qui est nette, mais manifestation d'identité qui n'est pas forcément conflictuelle. Et la preuve, c'est la variation des relations qui s'établissent entre la France et la Catalogne dans les années et dans les siècles qui suivent. Il ne faut pas oublier, par exemple, là encore, c'est un exemple que j'ai retenu mais qui me semble extrêmement important, c'est que entre 1640 et 1659, donc en France, règne de Louis XIII et début du règne de Louis XIV, exactement régence de sa mère, la Catalogne a été sous protection française. Alors quand on dit la Catalogne, ce n'est pas exactement l'aire qui est aujourd'hui définie par rapport à la généralité, mais enfin bon, c'est quand même un ensemble catalan. Elle a été sous protection française, et c'est quand même allé assez loin, parce qu'après avoir tenté d'établir une république à ce moment-là, les Catalans ont proclamé Louis XIII comme Louis Ier, comte de Barcelone. Le roi de France était comte de Barcelone à leurs yeux. Ah bon, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, et il va y avoir ensuite beaucoup d'autres événements qui vont se produire,
ces événements étant ceux du XVIIIe siècle, à partir du moment où un descendant de Louis XIII, qui est l'un des petits-fils de Louis XIV, donc un arrière-petit-fils de Louis XIII, devient roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Parce que Philippe V va avoir des rapports que je qualifierais de plutôt conflictuels avec la Catalogne. Des rapports plutôt conflictuels qui vont marquer, pas de façon irréversible, mais qui vont marquer quand même la mentalité catalane. Pourquoi? Eh bien parce que autant les Catalans à l'époque de Louis XIII s'étaient tournés vers la France, autant à l'époque de Philippe V, ils se montrent réticents. Et il semble bien, je suis prudent, hein, vous voyez les termes que j'emploie, il semble bien qu'à ce moment-là, donc début du XVIIIe siècle, lorsque Philippe V monte sur le trône d'Espagne, il semble bien que les Catalans auraient préféré que ce soit un Habsbourg plutôt qu'un Bourbon qui monte sur le trône d'Espagne. Alors pourquoi? Eh bien pour une raison très simple finalement, et une raison qui est expliquée par l'histoire française et le développement politique français de cette époque, c'est-à-dire que la France, et Philippe V, s'il est roi d'Espagne, est quand même avant tout le petit-fils d'un souverain français, formé à l'école française, etc., par son grand-père, notamment Louis XIV. Et Philippe V leur apparaît comme l'homme d'une centralisation qui reconnaîtra beaucoup moins leurs droits qu'un Habsbourg qui, par définition, incarne ce que l'on peut appeler le système impérial, qui est toujours, d'une façon ou d'une autre, une fédération, puisque, que ce soit à l'époque de Charles Quint ou plus tard de ses successeurs, et même encore à l'époque de Napoléon, les possessions, l'empire des Habsbourg, quel que soit le terme dont on se sert, est toujours composé un petit peu de briques et de brocs, c'est-à-dire de terres extrêmement diverses, dont chacune conserve non seulement ses mœurs, ses us et coutumes, mais également sa législation. Et on se doute bien, les Catalans se doutent bien, en ce début du XVIIIe siècle, qu'au contraire, avec un souverain d'origine française, eh bien, ça va être le centralisme français assez niveleur qui risque de s'imposer. Voilà pourquoi, lors de la guerre de succession d'Espagne, celle qui a eu lieu avant l'établissement définitif de Philippe V à la tête du pays, eh bien, les Catalans se sont montrés favorables aux Habsbourg, aux prétendants Habsbourg, plutôt qu'à Philippe V lui-même. Ça, c'est sur le plan politique. Et on peut supposer que, durant le reste du XVIIIe siècle, cette mentalité persiste. D'autant plus que, vous le savez, lorsque Philippe V assoit son pouvoir à Madrid, il va effectivement marcher dans les traces du centralisme, dans la pratique du centralisme français, avec notamment la suppression des vieilles universités catalanes qui sont remplacées par de nouvelles universités qui sont, établies ailleurs, plus dans les villes catalanes traditionnelles, et ou deux, bien entendu, l'enseignement est donné en castillan et non plus en catalan, comme c'était le cas auparavant. Donc, c'est quelque chose d'important dont il faut tenir compte. Le second aspect de la population catalane dont il faut tenir compte, c'est son degré d'évolution économique, sociale et culturelle qui est manifestement en avance à la fin du XVIIIe siècle sur le reste de
la population de l'Espagne. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les Catalans ont une vieille tradition, ben, ils ont beaucoup de traditions, et entre autres, ils ont cette tradition commerçante, cette tradition commerciale, hein, qui a pu s'exprimer aussi, j'ai vu que vous aviez eu une conférence là-dessus, hein, par les pirates et les corsaires de Majorque. Bon, tout ça, hein, c'est quelque chose qui a fait de la Catalogne, de la région de Barcelone, mais au sens large, hein, un point d'expansion et de contact avec l'ensemble de la Méditerranée et même au-delà de la Méditerranée. Et donc, la Catalogne, déjà, parce que là, effectivement, on ne peut s'empêcher d'établir une comparaison avec la période contemporaine, déjà à ce moment-là, la Catalogne, sur le plan économique, apparaît comme plus développée que le reste de l'Espagne. Et alors, plus développée, avec notamment des compagnies de navigation, des compagnies de commerce, des marchands, des maisons qui produisent, qui achètent, qui importent, qui exportent. Bref, il y a une activité économique importante dans la Catalogne du XVIIIe siècle. Et cette activité économique se double, évidemment, d'une activité, je dirais, sur le plan social et culturel, et on s'aperçoit qu'il y a des élites catalanes dans cette fin du XVIIIe siècle qui sont déjà d'un niveau extrêmement élevé, extrêmement important. Et ces élites catalanes se rencontrent dans tous les groupes qui, on va dire, constituent les éléments directeurs, hein, de la société, ce que j'ai appelé les élites, y compris l'Église. C'est important, ça. C'est important parce que là, hein, je vais aller peut-être à l'encontre des images d'Épinal, hein, qu'on donne toujours, hein, sur un clergé espagnol et également catalan, qui aurait été unanimement opposé à la France. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, puisque ce qu'on appelle, faute de mieux, l'esprit des Lumières, ou si vous préférez, l'esprit des encyclopédistes du XVIIIe siècle, est quelque chose qui irrigue toute la société catalane, y compris le clergé qui se trouve, hein, dans cette région de l'Espagne. Il y a donc, du côté de la Catalogne, une identité qui repose à la fois sur un sentiment fort, un sentiment qu'on peut qualifier de national, même si le terme doit être utilisé avec précaution, parce que parler de nation avant la période de la Révolution et de l'Empire, c'est toujours délicat. Le terme existait, mais il n'avait pas du tout le même sens. Enfin, parlons, vous voulez, d'identité, il y a une identité catalane très forte, mais cette identité, hein, s'appuie aussi sur des réalités économiques, sociales et culturelles, hein, qui font de cette région au contact de la France un ensemble qui a ses propres caractéristiques et, je dirais, son propre dynamisme. Hein, le terme de dynamisme n'est pas du tout exagéré, hein, car si l'Espagne du XVIIIe siècle apparaît un petit peu comme un ensemble qui continue à vivre sur sa gloire, ses richesses passées, avec l'exploitation des mines d'or et d'argent, c'est une gloire qui est moins active qu'auparavant, alors qu'au contraire, la Catalogne, elle, montre son dynamisme. Et alors ce dynamisme, eh bien,
que va-t-il donner, comment va-t-il se manifester vis-à-vis des Français qui arrivent. Alors, première chose à indiquer, c'est que les Français vont se comporter d'une manière qui n'est pas rationnelle et qui n'est pas logique, ce qui peut sembler un peu surprenant pour les représentants du pays de Descartes, mais qui tient avant tout à la raison de leur présence en Catalogne. Car lorsque les troupes du général Duhem pénètrent en Catalogne en 1808, ce n'est pas pour conquérir la Catalogne, encore moins pour l'annexer, ce qui gagne, nous sommes dans 1808, mais c'est avant tout pour s'assurer le contrôle économique d'une région qui est vitale pour l'Europe napoléonienne. N'oubliez pas que nous sommes à l'époque du blocus continental et qu'il est extrêmement important. Tout ça, c'est quelque chose qui guide l'action de Napoléon durant toutes ces années. C'est ce qui va motiver son comportement à l'égard du tsar Alexandre de Russie. Et il s'agit d'établir l'effectivité, la réalité du blocus continental afin que la Grande-Bretagne soit isolée et qu'elle n'ait plus les moyens de vivre et de survivre. Donc, quand les Français pénètrent en Catalogne en 1808, ils n'apparaissent pas comme des conquérants avides qui veulent à tout prix s'établir là. C'est plus pour des nécessités économiques, mais aussi quand même, il ne faut pas exagérer non plus, c'est pour s'assurer une base arrière par rapport à ce qui se passe à Madrid. Parce que 1808, c'est quand même l'année où il y a un grand chamboulement décidé par Napoléon à Madrid. Alors il y a un grand chamboulement qui avait d'abord été prévu par Ferdinand VII qui arrive à se faire proclamer roi en évinçant son père, et puis Napoléon arrive, et tandis qu'on voit poindre toutes sortes d'ambitions, y compris Murat, qui s'imagine qu'il va devenir roi d'Espagne, eh bien, la réalité, Napoléon remet les choses en place, et il en profite pour éliminer les Bourbons, c'est-à-dire le fils qui s'était révolté contre le père, mais le père aussi, Ferdinand VII et puis Charles IV, et il place son frère, enfin un de ses frères, Joseph, qui le transfère dans la bonne méthode napoléonienne, puisque pour Napoléon, un souverain, ce n'est guère qu'un préfet, au mieux un super préfet qu'on déplace d'un endroit à un autre. Et donc, c'est Joseph qui devient roi d'Espagne. Alors évidemment, ça se passe pas très très bien, bon, dose des maillots, tout ça, vous connaissez, et il est important, bien sûr, de contrôler d'une façon importante, d'une façon sûre, cette voie d'accès, enfin une des deux voies d'accès, puisque finalement il y a la voie d'accès par les Pyrénées du côté de l'Atlantique, puis il y a la voie d'accès par les Pyrénées du côté de la Méditerranée. Donc l'établissement en Catalogne, c'est avant tout pour ça. C'est avant tout pour ça, et on va donner le commandement à un certain nombre de généraux, voire même de maréchaux. Et c'est là où il faut que j'explique pourquoi j'ai dit que les Français ne se comportaient pas d'une manière très cartésienne. C'est qu'en l'espace de 6 ans, on va avoir 6 généraux différents. Alors vous voyez qu'évidemment, pour la continuité d'une politique, quelle que puisse être la bonne volonté des uns et des autres, qui n'est pas toujours évident, parce que ça n'étonnera personne, il y en a qui se situent carrément en rupture, en opposition à leurs prédécesseurs. Mais quelles que soient leurs intentions, changer en moyenne tous les ans
de gouverneur militaire, c'est quand même pas la meilleure manière d'avoir des... Et alors, on a donc 6 périodes françaises qui s'ouvrent à ce moment-là. La première, c'est celle qui voit à sa tête le général Guillaume Philibert Duhem, qui était au corps d'observation de l'armée des Pyrénées orientales, et qui arrive en Catalogne, mais il arrive en Catalogne, finalement, il ne va guère que s'occuper de Barcelone. Ça ne va pas au-delà. Et très vite, on envoie quelqu'un d'autre, sous les ordres duquel d'ailleurs Duhem est placé, il n'a pas dû non plus arranger les choses, qui est le maréchal Gouvion-Saint-Cyr. Alors, Gouvion-Saint-Cyr, qui au début apparaît comme un bon militaire qui remporte quelques victoires, mais qui ensuite va être en quelque sorte disgracié et même mis aux arrêts, tout simplement parce qu'il a refusé d'assiéger en même temps Gérone, Tarragone et Tortosa. Et par conséquent, Gouvion-Saint-Cyr va être éliminé, et c'est ainsi qu'en janvier 1810, donc vous voyez, les choses vont vite, arrive le numéro 3. Le numéro 3 qui est le maréchal Pierre Augereau. Pierre Augereau, alors Augereau, lui, bon, il est intéressant, je vais en reparler dans quelques instants, mais enfin, il reste encore pas, lui non plus ne reste pas très longtemps, puisque arrivé en juin, il part en mai. Vous voyez, ça va très, très, très vite. Et alors, on va avoir, alors là, un miracle, ça va s'étendre pendant presque 1 an et demi, on va avoir le général Macdonald, le maréchal Macdonald, Étienne Macdonald, qui se trouve donc à la tête de l'armée de Catalogne, et qui laisse l'administration de Barcelone au général David Maurice Joseph Mathieu de la Redortre. On appelle en général tout simplement le général Mathieu. Et puis Macdonald, après, va donc, nous arrivons à la fin de 1811, va être remplacé par quelqu'un qui s'est illustré, mais qui s'est illustré, sinon aux antipodes, tout au moins dans un autre coin de la terre, puisqu'il a été capitaine général des Indes orientales, c'est le général de Caen, Charles Mathieu Isidore de Caen, et qui, lui, apparaît comme un personnage qui tient assez bien le pays sur le plan militaire et politique, d'autant plus que c'est lui qui est en place au moment d'un événement extrêmement important sur lequel je vais devoir m'attarder quelques instants, qui est l'annexion de la Catalogne à la France, car c'est quand même ce qui s'est passé. Et néanmoins, de Caen ne va pas être le dernier, il n'est que le 5e, et le 6e, ce sera au fond le plus connu des maréchaux de Napoléon en Espagne, celui qui en tout cas a laissé le meilleur souvenir dans la population espagnole, puisqu'il a toujours été bien vu, c'est Suchet, c'est le maréchal Suchet, mais Suchet qui s'est illustré par des campagnes et des victoires. Suchet, quand il va prendre en main la Catalogne, eh bien, ça va être assez vite pour la rétrocéder au souverain espagnol qui rentre, puisque on arrive à la fin de l'année 1814, lorsque, par le traité de Valençay, Napoléon va rendre l'Espagne aux Bourbons.
Cela n'enlève évidemment rien au mérite de Suchet. Mais revenons quand même, parce que ça c'est très important, revenons sur les départements de la Catalogne. L'annexion. Je mets annexion entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Il y a effectivement des décrets d'annexion qui sont pris les 6 janvier et 2 février 1812, qui annexent donc la Catalogne à l'Empire français sous la forme de 4 départements. Les Bouches-de-Lèbre, Montserrat, Sègres et Puter. Je signale d'ailleurs tout de suite au passage que, comme décidément on change tout le temps du côté français, un petit peu plus d'un an plus tard, ou bien plus, en mars 1813, ces 4 départements seront rapprochés, fusionnés pour n'en faire plus que 2, les Bouches-de-Lèbre, Montserrat, et puis Sègres-Terre. Bien, là aussi pour vous montrer que l'organisation française, même du point de vue administratif, elle évolue. Mais pourquoi ai-je mis le mot annexion entre guillemets? Eh bien, du point de vue juridique, c'est en effet un cas. Parce que il y a eu effectivement les décrets que j'ai cités, mais ce décret n'a jamais été publié au bulletin des lois de l'Empire français. Et vous savez que dans le droit français, c'est encore valable aujourd'hui, quand quelque chose n'est pas publié au journal officiel, c'est comme si ça n'existait pas. Il y aurait pu avoir l'autre solution qui existait à cette époque, c'était le senatus consulte. Eh bien, il n'y a pas eu de senatus consulte pour avaliser ces décrets d'annexion. Alors, faute de mieux, on parle d'annexion, et on sent bien que dans la pratique, et il suffit d'ailleurs de regarder les cartes qu'on continue à publier aujourd'hui sur le grand empire français, dans la pratique, la Catalogne est effectivement détachée de l'Espagne et rattachée à la France sous forme de département. C'est un petit peu la situation qui existait dans la Toscane. Vous savez, la Toscane qui avait été confiée à la première sœur de Napoléon, Elisa, où l'organisation administrative de la Toscane était non seulement copiée sur le modèle français, mais aboutissait à ce que la Toscane soit dirigée par des préfets français, et la pauvre Elisa ne pouvait pas faire grand-chose. C'est aussi un peu la même chose que les provinces illyriennes, pour prendre un exemple géographiquement un petit peu plus éloigné. En tout cas, il y en a un qui a bien compris que dorénavant, la Catalogne n'était plus de son sort, c'est Joseph. Joseph, et oui, le roi au titre, celui qui a été établi à Madrid par son frère. Eh bien, Joseph a protesté, mais le pauvre Joseph, il n'arrêtait pas de protester. Napoléon lui en a fait voir en permanence, et en particulier du point de vue militaire, puisqu'on sait très bien que tous les maréchaux qui étaient en Espagne recevaient leurs ordres directement de Napoléon, et s'ils étaient gentils, ils daignaient en avertir Joseph, qui n'était tenu au courant que de manière tout à fait secondaire, sinon subalterne. Alors, pour faire un rapprochement avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans mon introduction, on peut quand même dire que la Catalogne annexée à l'Empire français en 1812-1814, cette Catalogne fait un peu penser à la vieille marche carolingienne, lorsque les comtes de Barcelone, à l'époque de Charlemagne, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, dépendaient de l'Empire carolingien. On retrouve finalement le système des marches, ce qui semblerait montrer d'ailleurs que les empires, à 1000 ans d'écart, peuvent se succéder
dans des pratiques qui sont finalement assez proches les unes des autres. Alors comment les Français se sont-ils comportés en Catalogne? Bon, alors bien entendu, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire que en Catalogne, se sont produits plus ou moins les mêmes événements que dans le reste de l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a eu des exactions, des pillages, ou si vous préférez, des enrichissements qui ont profité à un certain nombre de militaires. Il y a eu aussi des répressions pas forcément très bien ciblées qui ont pu contribuer, qui ont contribué à l'aliénation de la population. Néanmoins, on doit constater que les militaires français considèrent les Catalans avec sans doute moins d'hostilité que le reste des Espagnols. C'est une affirmation que je dois tout de suite nuancer, mais quand même, on peut établir cette appréciation, c'est-à-dire que même si au départ, ils ont estimé qu'ils allaient se retrouver dans une espèce de Vendée, comme dans le reste de l'Espagne, assez vite, ils se sont rendus compte que ce n'était pas tout à fait la même chose, même si il y a eu tout de suite des combats. Pourquoi il y a eu tout de suite des combats? Parce qu'il y avait dans la population catalane de cette époque le souvenir de tout ce qui s'était passé auparavant. Et il y avait en particulier disons, des groupes d'autodéfense, des ligues d'autodéfense, qu'on appelait en catalan les sometens, en espagnol c'était les sometenes, et ça c'était quelque chose qui existait avant, qu'on avait déjà connu au XVIIIe siècle. Et les Français doivent lutter contre eux, même si sur le plan militaire, ces groupes ne sont quand même pas extrêmement dangereux. Et d'autre part, alors là vous allez voir que ça va être un peu en opposition à ce que je vous disais tout à l'heure sur le clergé catalan qui n'était pas unanimement contre les forces françaises, il y a eu des appels de la part du clergé de Catalogne contre les troupes françaises. C'est le cas de l'évêque de la CO d'Urgell, et c'est également le cas de l'évêque de Lleida, qui l'un et l'autre vont d'ailleurs se retrouver dans ces juntes locales et régionales qui s'organisent pour essayer de diriger, de coordonner la lutte contre les Français. On voit aussi, et ça c'est un exemple que j'emprunte à la ville de Gérone, on voit que les combattants de Gérone, parmi lesquels il y a non seulement des hommes mais également des femmes, se regroupent sous des emblèmes religieux, notamment le saint patron de Gérone qui était Saint Narcisse, si je ne me trompe pas, et puis également
les femmes qui se retrouvent dans des escadrons dont les noms sont extrêmement révélateurs. Il y a 4 escadrons qui s'appellent Saint-Narcisse, La Conception, Sainte-Dorothée et Sainte-Eulalie. Donc, vous voyez quand même que l'imprégnation religieuse est forte, mais bon, c'est un aspect qui ne permet pas de généraliser, puisque nous savons très bien qu'il y a eu des membres du clergé qui, eux, ne se sont pas dirigés contre les Français. Et alors, d'un point de vue politique, il faut noter qu'il y a eu des tentatives assez organisées, quoique limitées, pour donner une relative importance aux Catalans, à la langue catalane, surtout si les Catalans se montraient pro-français. C'est-à-dire que là, on entre dans un domaine qui est assez compliqué, où on a l'impression, là encore, je suis prudent, et j'essaie tout de même de dégager quelques traits généraux, où on a l'impression que les autorités françaises, politiques et militaires en Catalogne, font tout pour diminuer l'importance de la langue espagnole. Et pour ça, il y a 2 moyens. 2 moyens qui sont complémentaires, mais qui parfois peuvent marcher de pair. Le premier consiste à favoriser l'usage du français, donc c'est une francisation sur le plan linguistique, et une francisation sur le plan linguistique prélude à une francisation culturelle et éventuellement politique. Et puis, il y a la mise en valeur de la langue catalane. L'essentiel étant d'utiliser le moins possible l'espagnol. C'est très difficile, je ne le cache pas, de déterminer l'importance, surtout l'impact de la politique qui a été menée. Mais elle a existé. Elle s'est traduite notamment dans la presse. C'est-à-dire que l'on a vu les journaux contrôlés par les autorités françaises. Alors, les journaux contrôlés par l'autorité française, ce sont en général des journaux locaux qui existaient déjà, ou bien des journaux qui sont créés par l'administration. La presse locale paraît souvent, à cette époque, pas tout le temps hélas, c'est pour ça qu'il faut garder les généralisations, elle paraît souvent en français et en catalan, parce que les deux permettent d'éliminer l'espagnol. Et vous voyez comment la relative catalanisation qui a été menée à ce moment-là était en fait, pas exclusivement, mais quand même, au moins en partie, un moyen de lutter contre la présence espagnole d'un point de vue linguistique et culturel. Est-ce que ça a marché? Alors très franchement, je suis incapable de le dire. Pourquoi? Parce que bien sûr on n'a pas suffisamment de témoignages, puis parce que c'est quelque chose qui a duré finalement très peu de temps. Ça a duré très peu de temps. Et puis on constate, et ça ne vous étonnera pas, qu'il y a eu des accros à cette politique. J'essaye de retrouver la date. Ah, voilà, hein, c'est en 1812.
en 1812, on décide d'appliquer le Code civil français dans la Catalogne. C'est normal. Maintenant, c'est les départements français. On va appliquer le Code civil. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on traduit le Code civil français en castillan. Et non pas en catalan. Vous voyez, hein, bon, ça semble un peu incohérent. Cela dit, ça n'a pas eu grande importance parce que Napoléon a renoncé à appliquer le Code civil en Catalogne parce qu'il a considéré, alors ça fait partie des, je dirais, des aspects pragmatiques et réalistes de Napoléon qui parfois perçoit très très bien les réalités locales. Napoléon se rend compte que même la Catalogne, plus évoluée que le reste de l'Espagne, n'est pas encore mûre hein, pour être soumise complètement au système français, et donc le Code civil, eh bien, on remet son application beaucoup plus tard. Il faut mentionner que les administrateurs français ont été secondés par quelques, on dirait aujourd'hui, hauts fonctionnaires qui ont en général, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, ils ont en général appliqué une politique plutôt favorable à la langue catalane et au catalan. D'autant plus qu'à côté de ces hauts fonctionnaires, vous avez eu un certain nombre de gens que pendant des générations, on a rangé parmi les fameux afrancesados, hein, c'est-à-dire les Espagnols qui s'étaient mis du côté de la France, c'est-à-dire les Espagnols qui soutenaient le roi Joseph, et qui étaient quand même nombreux, puisque nous savons bien que lorsque Joseph se retirera d'Espagne, il emmènera avec lui hein, toute une cohorte hein, de fonctionnaires et d'autres personnages hein, qui s'étaient placés de son côté, parmi lesquels d'ailleurs, vous le savez, hein, le père de la future impératrice Eugénie, hein, qui est un des bons exemples. En même temps d'ailleurs, c'est un bon exemple de famille divisée, puisque le père de l'impératrice Eugénie était du côté de Joseph et des Français, alors que son oncle, lui, hein, luttait au sein des troupes restées fidèles à Ferdinand VII, ce qui vous montre hein, combien la situation devait être délicate à cette période, et que, au fond, l'Espagne a déjà connu à ce moment-là un aspect de guerre civile qu'elle aura malheureusement encore l'occasion de supporter par la suite. Mais, parmi ces afrancesados, il y a des Catalans. Il y a des Catalans dont le plus connu est Tomàs Puig i Puig, qui est un ancien capitaine de Sometenès. C'est très important, ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était au départ plutôt de l'autre côté. Hein, il était parmi les groupes d'autodéfense hein, qui luttaient contre les Français, mais il a aussi le profil d'un libéral convaincu. Et alors là, nous retrouvons une similitude avec la plupart des gens qui, au niveau madrilène, c'est-à-dire au niveau de l'État espagnol, se sont placés du côté de Joseph. Hein, c'est-à-dire que ce sont des libéraux, ce sont des gens qui sont influencés par les Lumières, hein, ce sont des gens qui pensent que l'Espagne doit évoluer à tout point de vue, et par conséquent, il y en a donc hein, qui se mettent non seulement du côté des Français, mais qui agissent dans le cadre de l'administration qui est mise en place à ce moment-là. Alors évidemment, hein, vous vous doutez bien hein, qu'ils vont être extrêmement mal vus, mais enfin, ils existent quand même. Et quand on regarde la personnalité de Puig, hein, Tomàs Puig i Puig, c'était quelqu'un qui venait de Figueres, il appartenait à une famille de propriétaires terriens, il avait suivi
la formation juridique traditionnelle en droit civil et droit canon, puisque les deux s'étudient en même temps à ce moment-là, et dans les universités que j'ai citées tout à l'heure, celles qui avaient été établies par Philippe V en langue castillane. C'était un homme, donc ce propriétaire terrien était un homme extrêmement riche, et il a été, on peut dire, le bras droit d'Augereau, car de ce point de vue-là, Augereau, qui, comme tous les autres d'ailleurs, apparaît un peu comme une étoile filante dans le ciel de la Catalogne, Augereau s'est beaucoup appuyé sur Puig, dont on trouve d'ailleurs le nom aujourd'hui dans un certain nombre d'études qui sont parues sur le système qui a été mis en place à ce moment-là. Et c'est sous l'influence de Puig que Augereau a publié des proclamations que nous qualifierons de particularistes, que d'autres qualifieraient d'autonomistes, notamment celle du... voyons voir que je ne me trompe pas dans la date, puisque c'est une proclamation qui date du 18 mars 1810, dans laquelle Augereau donne un certain nombre de références historiques au particularisme catalan. Donc que le commandant en chef des troupes françaises dise cela officiellement, ça n'est pas anodin, et là c'est un exemple très précis, très net, de ce que la France, au moins à l'époque d'Augereau, mais aussi à d'autres moments, parce que Puig est resté un peu plus longtemps, a tenté à l'égard des Catalans. Puig est d'ailleurs soutenu dans son action par un certain nombre d'administrateurs français, notamment un intendant qui s'appelait Gérando. C'était quelqu'un qui venait de la région lyonnaise, c'était un ami de Madame Récamier, et l'intendant c'était le responsable du département. Assez curieusement, on avait maintenu le nom d'intendant en Espagne, je ne sais pas exactement pourquoi. Et Puig et Gérando ont manifestement soutenu l'usage du catalan en s'appuyant sur le fait, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que ça se place effectivement dans une continuité historique, c'est-à-dire qu'ils ont fait remarquer que le catalan c'était quand même la langue traditionnelle du pays, c'était une langue qui avait été utilisée jusqu'à la guerre de succession d'Espagne, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de Philippe V dont j'ai parlé tout à l'heure, et que d'autre part, le catalan était même utilisé, par exemple, dans les actes notariés, les contrats de mariage, les testaments et les transactions, même si, vous l'avez compris, la justice se rendait en castillan, puisque je vous ai exposé tout à l'heure que les vieilles universités catalanes avaient été remplacées par Philippe V par des universités où l'on enseignait en castillan. Et on voit même un des fonctionnaires mis en place par les autorités françaises à ce moment-là, c'est-à-dire le responsable des Bouches-de-Lèbre qui s'appelait Christophe de Villeneuve-Bargemont, il préconise le rétablissement de l'université de Barcelone et la création de lycées dans les chefs-lieux de canton. Ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que, bon, création de lycées dans les chefs-lieux de canton, bon, ça, c'est vraiment le modèle français du lycée impérial que l'on veut transposer sur place.
Mais c'est ce qui était fait au même moment dans les provinces illyriennes, pour reprendre un exemple géographique dont je me suis déjà servi tout à l'heure. Mais le fait que notre Villeneuve-Bargemont demande que l'université de Barcelone soit rétablie, ça c'est important, parce que l'université de Barcelone, justement, elle avait été supprimée par Philippe V, et là c'est un coup très, très favorable à l'identité catalane qui est donnée. Cela dit, il ne faut quand même pas se faire trop d'illusions, parce que cette région, même si elle n'a pas été celle qui a connu le plus de soulèvements et de répression, encore qu'il y ait eu, et on le rappelait par la reproduction du tableau qui a été choisi pour illustrer ma conférence de ce soir, il y a quand même eu le siège de Gérone qui a été quelque chose d'important, il n'y en a pas eu un seul d'ailleurs. C'est quand même pas, malgré tout, la région où il y a eu le plus de problèmes. C'est pas la région où il y a eu le plus de problèmes, et en tout cas c'est une région dans laquelle on a vu, et ça ne vous étonnera pas, une partie notable disons, des marchands et des dirigeants économiques importants en Catalogne, j'avais insisté là-dessus au début de mon exposé, beaucoup ont fait beaucoup d'affaires avec les Français. Alors vous me direz, c'est tout le temps pareil. Les affaires, c'est les affaires, business is business, et ça n'arrête pas, les malheurs de la guerre n'arrêtent pas ceux qui veulent faire ces affaires. Mais ça montre quand même une chose, c'est qu'il y avait un répondant, ce qui n'est sans doute pas le cas dans toutes les parties de l'Espagne, à cause de ce niveau de développement plus important de la Catalogne, sur lequel j'ai bien tenu à insister tout à l'heure. Alors bien entendu, chez tous ces dirigeants économiques, ces chefs d'entreprise, etc., il y a énormément d'opportunisme, et en particulier dans la dernière période de la présence française, on les voit organiser à tout propos des fêtes en l'honneur des Français, uniquement pour se faire bien voir, pour flatter les Français, et d'ailleurs les gruger au passage, bien entendu. Après tout, ça permettait ensuite de dire qu'ils avaient fait des actes de patriotisme. Bon, j'exagère un peu. Mais le développement plus élevé sur le plan économique de la Catalogne permet de comprendre que la Catalogne, à l'époque française, ça n'a pas été simplement une terre de combat, mais ça a été aussi une terre d'échange, et une terre sur laquelle, finalement, il y a eu sans doute beaucoup moins de mauvais souvenirs que dans d'autres régions, et même si sa personnalité a beaucoup joué, cela permet de comprendre aussi que lorsque Suchet, le dernier des 6 gouverneurs militaires de la région, va se trouver là, eh bien, il a pu rendre en quelque sorte la Catalogne à Ferdinand VII sans gros problème. Cela illustre bien entendu le caractère personnel de Suchet, son comportement surtout, mais cela illustre aussi la situation particulière de cette Catalogne qui a été, pendant l'époque napoléonienne, un peu à part, peut-être un peu plus qu'un peu d'ailleurs, dans l'Espagne, qui ne s'est pas dressée, contrairement à la légende, comme un seul homme contre Napoléon,
mais en tout cas, la Catalogne a eu l'occasion de manifester son identité. Alors cette identité, elle existait depuis longtemps, hein, je pense vous l'avoir montré. Cette identité n'avait pas toujours été défavorable à la France. Rappelez-vous l'épisode du roi Louis XIII proclamé Louis Ier de Barcelone. Cette identité avait connu des variations diverses. Il ne faut pas oublier non plus, je n'en ai pas parlé, hein, parce qu'il y en a qui, comme Pierre Vigo, connaissent la question bien mieux que moi, hein, de tout ce qui s'était passé, hein, pendant l'époque de la Révolution. Hein, parce que pendant l'époque de la Révolution, bon, il y a eu aussi, entre, je dirais, la Catalogne et puis les Pyrénées orientales, quelques petits problèmes, hein, d'autant qu'au début, les Catalans s'étaient imaginés qu'ils allaient récupérer le Roussillon. Et puis finalement, c'est plutôt le contraire qui s'est passé, hein, puisque le roi d'Espagne était obligé de signer la paix, mais cela, vous le savez. Enfin, malgré tout cela, il me semble quand même intéressant de se rendre compte des particularités de la Catalogne pendant l'époque napoléonienne, et c'est donc ce que j'ai essayé de vous montrer, et j'espère vous avoir apporté un certain nombre d'éléments à ce sujet. Merci de votre attention. Vous n'avez parlé qu'en termes de conquête territoriale. Or, la Catalogne, du Perthus à Barcelone, c'est un corridor parallèle à la mer, dans un lieu de passage coupé de rivières qui débouchent par des sortes de marécages où, en se battant là, on pouvait plus facilement attraper la malaria qu'une victoire. Si Philippe le Hardi a perdu, c'est parce qu'il a attrapé la malaria, il est mort avant celui qui luttait en face de lui. Alors, de tout temps, cette terre de passage s'est défendue contre les conquêtes maritimes, d'où l'importance des postes de guet, les tours, les forteresses en hauteur, etc. S'il n'y avait pas eu ce système de sous-meten, ça veut dire émettre un son qui consistait à avertir le seigneur ou tout autre protecteur, il y aurait longtemps que les Maures seraient allés faire leur marché sur les côtes catalanes comme ils l'ont fait en Provence, dans le massif des Maures, ou encore au XIe siècle, ils se servaient. Donc le système d'autodéfense de la Catalogne était très important. Et ce qu'on note quand on lit les histoires, disons, des villages, parce que maintenant on a en catalan beaucoup de publications qui ne sont pas des publications d'État faites en castillan ou en français, où par exemple on apprend, bon, et puis qu'à Gérone, Suchet a été très apprécié. L'éclairage public avec des lampes à huile est dû aux Français. Mais ces Français ne se sont mis bien qu'avec les bourgeois, c'est-à-dire la bourgeoisie d'argent, la bourgeoisie de... avec ceux qui avaient le pouvoir. Qui avaient le pouvoir, oui et non. Parce que vous aviez quand même les côtes maritimes qui étaient à défendre. Et qu'est-ce qui a attiré les Anglais? Les Anglais, si les Français avaient dit à la couronne d'Espagne, il faut soutenir la vache, eux, ils auraient soutenu la chèvre. Ou le contraire, si vous voulez. Donc, ces Catalans, pendant plusieurs siècles, ils ont défendu la route maritime du milieu qui passait par les Baléares, la Sicile, la Sardaigne, et le cabotage le long des côtes françaises et de Provence pour arriver en Italie. Et cette langue catalane, en fait, c'est une langue romane qui était antérieure au français,
et qui était une langue d'échange en Méditerranée. L'Alguer encore parle catalan. Oui, mais Si vous voulez. Alors, moi je parle. Madame, je vous le dis en catalan, Alguer va matar tothom, et ils ont fait venir des familles catalanes pour le peupler. Non, mais il y avait, de toute façon, les Almogovars, c'était des mercenaires. Ceux qui allaient aussi loin, c'était des mercenaires. Il y en avait d'origine bretonne, il y en avait d'origine. Enfin, c'est de Normande, on avait tout ce qu'on voulait là-bas qui allait. On imitait Napoléon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sous Napoléon? oui, revenons à Napoléon. Oui, revenons à Napoléon. Quand les Soumetains ont essayé d'avertir qui que ce soit, mais c'est très intéressant de lire les histoires locales. Personne ne leur a répondu. Bon, les Français rentrent, ils sont allés en général les accueillir. Si vous lisez par exemple le livre de Père Junger qui parle de l'histoire de la Bisbal, que vous regardiez Garrigueil, où il y a eu un fameux chef de Soumetaine qui s'appelait Simounette. Vous avez, ces gens-là sont allés les accueillir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quelles sont leurs intentions? D'accord, ils se sont installés. Mais ensuite, il y a eu des exactions. Il y a eu quelques bagarres. Il y a eu aussi l'appropriation des lieux de guet, et que souvent c'est les gens du peuple qui avaient construit de leurs propres mains. Et qu'on a des endroits qu'on a abîmés. On a fait sauter le château de Kermanster, on a fait sauter plusieurs forteresses. Et c'était les gens du peuple. Si vous voulez, les Catalans, c'est comme un corridor, un lieu de passage entre deux tours de Babel, que sont la France et l'Espagne, enfin, disons schématiquement. Pourquoi est-ce que ils sont très attachés à leur charte, à leur parlement? Oui, non, mais ce que vous dites là est extrêmement intéressant. Hein, ça nous replonge surtout dans la période antérieure à celle de Napoléon. Ça nous montre effectivement que l'identité catalane était quelque chose qui existait depuis fort longtemps, que cette identité catalane était incarnée dans toutes les couches de la population. À l'époque même de Napoléon, les choses n'avaient pas véritablement changé, et si j'ai insisté sur la place de ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie marchande, la bourgeoisie d'affaires, etc., c'est parce que celle-ci était beaucoup plus développée, ça je l'ai dit et je le maintiens, que dans le reste de l'Espagne. Et ça a été quelque chose qui a été beaucoup apprécié par les Français, car il y a eu par exemple avec, disons, leurs homologues de Marseille ou d'ailleurs, des rapports importants, rapports commerciaux, qui se sont établis à ce moment-là. Oui, mais c'est... Il n'y a pas eu que ça, si vous voulez. Il y avait aussi les Anglais qui, au moment donné, par exemple, dans l'histoire de la Bisbal, ils ont débarqué, ils ont pris la place. Les Anglais s'étaient emparés des Baléares. Ils étaient, je veux dire, ils étaient là, prêts à rentrer. Napoléon était à la fois en guerre. Les Anglais et les Hollandais bloqués à Gibraltar, c'est pour ça qu'on va construire le canal du Midi, parce qu'on ne pouvait pas passer par là. Hein, voilà. Et si le commerce catalan, qui était très florissant au Moyen-Âge, va sombrer, c'est parce que les Anglais et les Hollandais coupaient la route là-bas. Chaque bateau qui passait, il devait payer tribut ou alors il coulait. Ça, il faut le savoir. Oui, aussi, pardon. Oui, et c'est ce qui permet de comprendre le développement des implantations catalanes dans toute la Méditerranée, spécialement la Méditerranée occidentale. Les Catalans, par exemple, mais quelque chose que les Catalans ne savent pas, c'est qu'en 1270, quand Saint-Louis, Louis IX,
met le siège devant Tunis. Qui c'est qui défend Tunis pour le compte du pays de Tunis? C'est des Catalans. Mais officiellement, ils étaient anglais, ils Ça va se battre. étaient le libre de France. Voilà. Hein. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions à poser, monsieur? Vous me corrigerez si j'ai tort. Je vois le fait que Napoléon met en valeur la langue catalane comme une opération de séduction justement de tous ces commerçants qui vont se rallier à lui et qui vont lui apporter peut-être une aide plus financière qu'en termes de troupes. Mais il y a par ailleurs une partie de la population que Napoléon va prendre dans ses troupes, c'est les couches inférieures de la population, puisqu'il va donner libre cours aux pulsions les plus délictueuses des criminels en devenir ou en puissance. Et c'est comme ça qu'il va recruter parmi les Catalans des troupes sur place. Oui, mais alors ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à la Catalogne. Hein, c'est-à-dire que les troupes françaises, quand elles sont arrivées en Catalogne, très vite, elles ont dit, comme pour le reste de l'Espagne, nous devons lutter contre des brigands. Mais il faut bien reconnaître que des brigands, il y en a eu aussi dans les troupes françaises, et notamment ceux que vous indiquez. Cela dit, numériquement, ça ne représente pas quelque chose de très très important. En revanche, mais alors là, j'avoue mon ignorance là-dessus, j'aimerais bien savoir si parmi les nombreux déserteurs espagnols qui ont existé en France et qu'on a commencé à recenser, quelle était la proportion de Catalans. Mais là, je soulève le problème, je suis incapable d'apporter une réponse quelconque. Le plus connu des Afrancesats, c'était un bandit, le plus connu des Afrancesats, mais du bas peuple, on va dire, pas de la partie la plus riche. C'était un dénommé Jouancel qui s'est illustré parce qu'il avait égorgé son sergent, parce qu'il avait été comment dire, réprimandé parce qu'il avait volé un chapeau, et qui après a continué sa carrière en tant qu'assassin pendant un an, qui a été pendu, et qui a fait l'objet d'une chanson de Louis Siac, au Bandoulet. Ah, oui. Voilà. Mais à côté de chez nous, il y a l'histoire du Salvador, comment c'est d'ailleurs, Ciruent, qui a été assassiné pendant que... C'était un pirate, bien sûr, qui a été assassiné pendant qu'il dormait sur sa paillasse sur la plage de Garbette. Et ce qui a... pendant l'époque qui nous intéresse, là ? Oui, en 1814. Et alors ça a créé un tel soulèvement que les gens de Coulère et de Llança, qui étaient favorables aux Afrancesats, se sont mis en travers de toutes les troupes napoléoniennes qui pouvaient passer, et au cap de la Mercey, quand ils passaient, ils leur faisaient dire Marfag, c'est-à-dire c'est la paillasse du marin, et accentuée sur l'antépénultième syllabe. Donc, s'ils disaient Marfeg, à ce moment-là, ils étaient de Sgouillat et Stimbeliat, c'est-à-dire on les tuait sur le coup. Il y a eu des trucs inimaginables. Et ils n'ont pas, je veux dire, les armées de Napoléon n'ont pas tenu compte de l'importance de ces troupes de Soumeten, qui étaient des milices défensives, mais que connaissaient le terrain comme personne. Oui, mais ça, c'était des milices d'autodéfense. Là, je vais répondre militairement. Oui. La France met au point un système de combat sous Louis XVI qui s'appelle le système divisionnaire. Le système divisionnaire, c'est une petite armée, surtout avec un centre nerveux, c'est-à-dire un commandement, un QG, qui va nous permettre d'utiliser à fond toute notre puissance démographique. Voilà. Avec le système qu'il y avait avant, le système Frédéric II, on ne pouvait pas mettre plus de 30 000 personnes sur un champ de bataille, on ne pouvait pas les commander. Là, on peut en commander des millions. Quand Bonaparte va arriver, il va avoir retiré les fruits, si vous voulez, de deux personnes, Vauban, qui avait mis le précaré et qui va empêcher toutes les armées de rentrer sur notre pays, c'est l'inventeur de la dissuasion, hein. C'est pas De Gaulle. Hein. Et on aura à la fin du XVIIIe siècle 30 millions d'habitants avec une espérance de vie à 32-34 ans.
Ça, c'est le premier choix. Ensuite, il y a eu Louis XVI qui va amener le système divisionnaire, système Grunwald, etc., carte avec ordre de niveau, tout ce que vous voulez, et puis Bonaparte qui va amener le corps d'armée. Alors, le corps d'armée, c'est un outil qui permet des interventions transcontinentales à grande vitesse. La victoire que vous connaissez la plus médiatique, c'est Austerlitz. Mais techniquement, la meilleure, c'est Ulm. Parce qu'on arrive à Ulm, on fait 25 000 prisonniers sans qu'une goutte de sang soit versée. Les Russes ont 15 jours de retard, ils sont toujours en Silésie. Mais ce système de corps d'armée, il a deux limites. Lorsque le pays que vous affrontez n'a pas une armée qui a un avant, un arrière et un côté, ça s'appelle la guerre asymétrique. Sur la guerre d'Espagne, Moncey va engloutir 95% des effectifs de la gendarmerie pour sécuriser les lignes de communication. La deuxième est ce système, disons, du corps d'armée qui a été copié par tout le monde, les Américains en Afghanistan, pour s'y maintenir, dépensaient 260 000 $ à la minute. Donc lorsque vous avez un corps d'armée, c'est-à-dire une force axiale de combat face devant une armée qui n'a ni avant, ni arrière, ni côté, ça ne marche pas. La deuxième limite, c'est lorsque vous avez un pays comme la Russie qui a de l'espace et qui va changer du temps contre de l'espace. Et là, Napoléon va se trouver à 1500 km de ses approvisionnements. Sachez par exemple qu'à la Moscova, on va tirer 96 000 coups de canon. Ça fait quand même 500 tonnes de poudre, hein, plus le poids des boulets, ça, vous vous rendez compte un peu. Et Hitler va avoir le même problème, hein, il va se heurter en approvisionnement, puisqu'il lui fallait 75 trains par jour, il n'en aura que 35. Voilà donc les deux limites, dont le cas de la guerre d'Espagne est une guerre de type asymétrique. Et c'est évident que des troupes comme les Sommataines, qui n'ont pas une grande valeur sur le terrain, c'est ce que reprendront les maquisards en France en 42-43. Voilà, c'est ce que reprendront lorsque nous serons confrontés à la guerre en Algérie. C'est exactement la même chose. Maintenant, nous sommes dans un autre type de guerre. Cette guerre que nous avons eue en Algérie, qui a été, disons, dominée par la bataille d'Alger, où nous avons réussi à remonter un système d'organisation pyramidale étanche, c'est la bataille d'Alger en 1957, avec deux périodes, janvier-juin, Ozarès et Trinquier, et ensuite la deuxième période, Godard et Léger, c'est-à-dire avec la mise en place des rumeurs, notamment la fameuse Zora, qui croit séduire un officier français, etc., et en fait ça va aboutir à 4000 morts dans les cadres FLN. Là maintenant, la guerre que nous affrontons, parce que nous sommes en guerre, nous sommes devant des petits groupes totalement autonomes, dont la cohésion se fait par la cause. Et nous avons toujours ce système du corps d'armée. Est-ce qu'il est adapté à ce type de lutte? C'est un gros problème à l'heure actuelle. Voilà. Alors, c'est sûr que l'Espagne a été, pour Napoléon, une fixation de 400 000 hommes et des meilleures troupes, alors que nous en avions besoin en Europe centrale, et ça a été vraiment une erreur, à mon avis, monumentale. Néanmoins, je reviens à la Catalogne. Je pense que Artur Mas, vous connaissez tous, qui est un pur produit du très sélect lycée français de Barcelone, si vous lisez son interview qui est parue sur l'Indépendance en septembre, n'ignore absolument pas ce que tu viens de dire à propos des... Napoléon ne se trompe pas, hein. Il crée les 4 départements catalans là où il y avait la marche d'Espagne. Ça veut dire, attention, ça fait partie de l'Empire carolingien. Et cet Empire carolingien, tu as pris la date de 988. Moi, je viendrai 10 ans avant, 978, le capitulaire de Quierzy-sur-Oise. Le pouvoir central s'effondre après Charlemagne, avec Louis le Pieux, et ne parlons pas avec Louis le Bègue, hein, et les comtes, bien ma foi, qui sont des fonctionnaires, hein, qui sont des préfets de région, si vous voulez, eh bien, on les convoque à Troyes pour aller soutenir le pape qui est assiégé par les Sarrasins déjà, et ils traînent un peu les pompes, et à Quierzy-sur-Oise, le 16-18 juin 987, l'empereur prend cette décision que tous les comtes qui vont mourir au combat pourront transmettre à leurs héritiers leurs charges. C'est la pièce angulaire de la société féodale. Vous comprenez très bien qu'en 987, quand le Lilliputien Hugues Capet
succède à un carolingien, le comte de Barcelone, il le regarde comme ça, tu crois que je vais venir, hein? Et à ce moment-là, vous avez ces minorités périphériques qui vont prendre leur envol. Je vous signale un livre qui a été écrit par Leroy Ladurie sur les minorités périphériques, qui est très intéressant à ce sujet. Je pense que si le pouvoir français s'était affaibli et s'était effondré il y a 3 ou 4 ans, j'en connais un qui serait bien fait appeler Georges Ier Septimani. Non? Hein? Et là, le problème. Voilà. Bon, maintenant, une question. Bien. Puisque c'est le souvenir napoléonien. J'ai entendu sur les informations des Baléares Ibétrès. Alors, vrai ou pas vrai, hein, que la famille Bonaparte avait des racines dans les îles Baléares. Alors moi je l'ai entendu, c'était... Non, ça fait partie des choses qui ne sont absolument pas prouvées. Non, mais enfin, disons que c'était de la fausse. Ça fait partie de Vous êtes la chose qu'on raconte. très branché sur ce problème, je vous comprends. J'entends dire des fois que Louis XIV a interdit le catalan aux Français. C'est faux. Bon. Après, il a employé le mot répugne. Mais tout historien qui se respecte, c'est qu'au XVIIe, s'il prend un dictionnaire de la langue française au XVIIe siècle, le verbe répugne veut dire ne convient pas. Ouais, ça veut dire que Louis XIV, qu'est-ce qu'il fait? Il répète ce qu'a dit en 1539 François Ier, il n'y aura plus d'états généraux en Languedoc, et en Languedoc, il y aura des états généraux en français. Louis XIV reprend cette chose-là. La convention reprendra en 92. Et je peux vous dire qu'on parlait catalan. J'ai les archives de ma famille ici, en partie. Je peux vous montrer le livre de vie de mes ancêtres, qui est là. Écrit en catalan. Sunt anat a Perpinyà, sunt crumpat tant de mesures de cibades, sunt sembrat tot camp. Vous voyez? Par contre, ce qui est là, madame, au XVIIIe siècle, ce qui est là, il a acheté des terres pour se attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ici, je comprends. le carnet de registre de capitation de ma famille, qui remonte à 1721, c'est écrit en français. Alors il faut savoir qu'au XIe siècle, il y a 500 États indépendants en Europe. Quand on arrive à la fin du XIXe, il y en a 17 plus 2 multiethniques. Et pour mettre en place un État qui va résister aux autres impérialismes, on a besoin énormément de sous, on a besoin d'une bureaucratie, on a besoin d'une fiscalité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'exprimer dans la même langue pour se comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire. Bien. Bon, en partant de...